Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Agnès Verdier-Molinier, la directrice de l'IFRAP. Bonjour Agnès. Bonjour David. Merci d'être avec nous. Bon, le profil pro-business de Michel Barnier, ça vous rassure? Vous êtes contente? C'est plutôt rassurant parce que le sujet, c'est quand même de rassurer aussi tous ceux qui prêtent de l'argent à la France pour financer cette belle maison, 300 milliards de besoins de financement. Qui ne sont pas angoissés. Quand on regarde le taux d'intérêt sur la dette française aujourd'hui, on est sous 3%, il y a zéro angoisse. Oui, pas d'angoisse, tant mieux. C'est ça qu'il faut. Parce que s'il y avait de l'angoisse, si on appliquait la suppression de la réforme des retraites, le SMIC à 1 600 €, l'augmentation des rémunérations des agents de 10%, etc., je pense que là, il y aurait une vraie angoisse. Ouais. Donc satisfait du profit pro-business. On a la CFDT qui demande à minima, je les cite, la suspension de la réforme des retraites. Michel Barnier parle d'une amélioration de la loi pour les plus fragiles. C'est quoi votre passage pour le Premier ministre? Ça a l'air assez étroit quand même. En réalité, c'est extrêmement étroit parce que même aujourd'hui, même après la réforme de 2023, même avec l'âge à 64 ans, qu'est-ce qui se passe? On a toujours des déficits qui sont prévus. En 2030. Oui. Mais alors, d'ici 2030, on a fait le calcul à la Fondation IFRAP, même d'ici 2050, 450 milliards de déficit cumulés. C'est loin 2050, là. On ne sera pas là pour voir ça. Non, mais attendez, on est autour de 0,8 de déficit par rapport au PIB tous les ans, prévu dans les prochaines années. On n'est pas du tout encore sur le rétablissement des comptes publics niveau retraite. Donc là-dessus, il faut faire quelque chose. Il faudra bien envoyer un signal dans la mesure où signal... l'Assemblée nationale il y a comme le Front populaire, il y a le Rassemblement national. Tous deux veulent demander... Le signal, c'est peut-être dire la vérité. C'est-à-dire, on ne va pas travailler moins, on va devoir travailler plus. Voilà. Travailler moins longtemps, commencer à travailler plus tard, à être indemnisé jusqu'à 25 ans avec un revenu d'existence. Et ensuite, travailler jusqu'à 60 ans. Mais en fait, ça, ce n'est pas possible. Voilà, ce serait bien qu'on le dise une fois pour toutes. Et ensuite, on passe au sujet suivant, c'est-à-dire, soyons un petit peu plus sérieux. Et voyons comment on peut financer avec d'un côté des financements qui ne sont pas pénalisants pour l'économie et de l'autre côté des niveaux de pension qui sont corrects pour ceux qui sont pensionnés. Donc si on veut ça, si on veut des pensions correctes demain pour la génération qui est aujourd'hui au travail, il faut vraiment commencer à dire la vérité. Sinon, demain, les pensionnés de demain, ils auront des taux de remplacement pourris. C'est ça la réalité. Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, il alerte sur le risque de shutdown si un budget n'est pas voté correctement. C'est possible, ça? Nous, on a tout regardé à la Fondation IFRAP depuis le mois de juin et on a regardé le sujet dans tous les sens. Même si on avait un gouvernement démissionnaire aux manettes, d'ici la fin de l'année, pour passer le budget, on pourrait passer le budget. Alors, on passerait en gros le budget 2024 un peu revisité, mais c'est déjà... En 49.3 ? Alors, pas forcément, parce qu'il peut y avoir un budget qui est rejeté. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de passer par ordonnance, ou alors on fait passer une loi spéciale pour autoriser le prélèvement de l'impôt, mais à un moment, on se retrouve dans une shutdown, pardon, je ne l'ai pas dit, il faut expliquer, c'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait plus de recettes fiscales, et donc il n'y ait plus l'argent pour payer les fonctionnaires, les hôpitaux, etc., etc. Oui, mais ce risque-là, c'est plutôt si on a une attaque des marchés très importante sur la dette. On ne voit pas. Donc le risque de shutdown, vous n'y croyez pas? J'y crois pas tellement. Ce à quoi je crois, en revanche, c'est une grosse difficulté à réduire véritablement le déficit. Et là, il faut qu'on mette vraiment tous les acteurs publics autour de la table. Budget le plus délicat de la Ve République, nous a dit Pierre Moscovici. C'est vrai, ça, vraiment? Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de l'emphase, il n'y a pas la grandiloquence? C'est vrai. On est dans une situation où on attend 5,6% de déficit en 2024 et plus de 6% en 2025. Si rien n'est fait. Il faut faire 30 milliards d'euros d'économies. Nous, à la Fondation IFRAP, on a déjà sorti une étude là-dessus. Dès le mois de juillet, 30 milliards d'économies en 2025, le plan à appliquer. On a tout chiffré, c'est possible. C'est ce qu'il dit. Mais est-ce que Pierre Moscovici peut-être ne dit pas assez? C'est que le rétablissement des comptes publics, il peut se faire par la baisse de la dépense. Se dire qu'on va augmenter encore les impôts... Alors, Éric Coquerel était ce matin sur France Info, et il a dit, j'ai pensé à vous, je me suis dit, tiens, je parle à Agnès, il a dit que réduire les dépenses publiques, ça creuse le déficit public. Ah oui, alors c'est sa grande formule. Le problème, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas raison? Non, mais il a tort dans la mesure où, en fait, le problème qu'on a, nous, c'est qu'on a un PIB, une création de richesse nationale, et notamment un PIB marchand, trop faible dans la richesse nationale. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se dire que si on veut
avoir des niveaux de services publics élevés, une qualité d'école incroyable, des hôpitaux formidables, où on est très très bien soigné, etc. Il faut produire la richesse pour ensuite pouvoir financer tout ça. Nous, on n'a que 69% du PIB qui est en richesse marchande, en fait. Dans les autres pays, on est plutôt à 73, 74, 75%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le sujet, c'est qu'il faut qu'on ait un système public qui ne soit pas trop cher pour qu'il n'y ait pas trop de prélèvements, de cotisations. Agnès, si votre plan à 25 à 30 milliards... 30 milliards d'économies en 2025. Qui n'a jamais été fait, évidemment, était appliqué, est-ce que ça n'aurait aucun effet sur la croissance? Alors, ça aurait forcément un effet. Ah. Mais, oui, mais là où... Mais qui dit moins de croissance, dit moins de recettes, dit donc la question, un déficit. C'est quelle croissance? La croissance de qui? Est-ce que c'est la croissance marchande ou non marchande? Est-ce qu'on se pose la question à un moment de qu'est-ce qui compose notre PIB marchand? Et comment on fait pour augmenter cette richesse tous les ans? On dit qu'il faut réindustrialiser, mais aujourd'hui, depuis les années 80, on a perdu plus de 2 millions d'emplois dans l'industrie. Alors, il y a des efforts. On n'en détruit plus, là, on en recrée. Il y a des petits efforts qui ont été faits, mais ce n'est pas grand-chose. Et les derniers chiffres sur fermeture, ouverture d'usines, ils ne sont pas quand même très, très, très bons. Donc, le sujet maintenant, c'est augmenter ça. Si on avait le même PIB marchand que l'Allemagne, on aurait 240 milliards de plus de PIB tous les ans. Si on avait le même PIB marchand que les Italiens, ce serait plus de 100 milliards de PIB de plus par an. Donc, si je résume votre idée, il faut dégonfler la sphère publique et faire grossir le secteur privé. Mais oui, parce que notre sphère publique dans le PIB, en fait, elle est énorme par rapport aux autres pays. On est autour de 30%. C'est beaucoup plus qu'ailleurs. Donc, à un moment, il faut se dire, bah oui, la sphère non marchande, elle a pris trop de place dans la création de richesses annuelles, et la sphère marchande, elle est devenue trop petite. Donc, si on veut redynamiser tout ça, c'est pas en augmentant la fiscalité sur les entreprises. On a fait une autre étude à la Fondation IFRAP. On a 157 milliards de plus de prélèvements obligatoires sur nos entreprises par rapport à la zone euro hors France tous les ans. Ouais. C'est gigantesque, c'est un boulet fiscal et social. Après, ce que dit encore une fois votre ami Éric Coquerel, le président LFI de la Commission des finances, il dit que si les déficits français dérapent autant, c'est parce que les recettes fiscales manquent à l'appel. Alors l'appel, on peut l'écrire de deux façons, mais c'est en gros, c'est la politique de l'offre du président Macron qui a coûté très cher pour des résultats, parce qu'il y a des créations d'emplois, le taux de chômage est à 6,3%, on imagine qu'il y a quand même un lien, mais il dit en gros, le lien sur l'investissement, on ne le voit pas vraiment, ok, il y a plus de dividendes, il dit en gros, si on en est là en termes de compte public dégradé, c'est parce qu'on s'est privé de beaucoup de recettes fiscales. Et ça, c'est le fruit de la politique économique, de l'offre du président de la République. Alors, le taux de prélèvement obligatoire en 2022, on est toujours champion par rapport aux autres pays. Hein? Donc, M. Coquerel, il ne peut pas dire on n'a pas assez d'impôts en France. On est déjà les plus imposés de tous les pays comparables. Donc, est-ce qu'on va encore augmenter? Chaque fois qu'il crée des nouvelles taxes, là, on l'a vu en 2023, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas du tout les recettes qui étaient prévues dessus. Pourquoi? Parce qu'on surestime, on est déjà au maximum de la fiscalité sur le capital, sur le travail. Alors, on peut continuer comme ça, hein, mais ça ne rapportera pas plus de richesse pour la France. Plus de justice fiscale, Michel Barnier, vous entendez quoi? Je voudrais juste finir sur ce sujet. Non, parce qu'on va parler des impôts. Non, mais on a beaucoup... Éric Coquerel, ce matin, il parle beaucoup de la fiscalité du capital, en fait, et des revenus du capital. Là, on va sortir une étude à la Fondation IFRAP. On a fait tout le calcul entre 2017 et 2023. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit? On ne voit pas de baisse en part de PIB des recettes sur la fiscalité du capital. On voit même une petite hausse. C'est-à-dire qu'on a baissé les taux d'imposition, mais ça a rapporté ça a rapporté autant de recettes fiscales. 11 points de PIB. Donc, parfois, vous voyez, quand on veut augmenter les recettes, il ne faut pas forcément augmenter les taux et matraquer fiscalement. Ce n'est pas forcément la bonne idée. Donc, peut-être qu'il devrait se poser à un moment la question, mais peut-être Éric Coquerel, mais l'ensemble des LFI, comment on crée de la richesse? Comment les entreprises ont envie de se développer dans un pays? Comment on crée des emplois marchands? Ils vont dire c'est la demande, et donc un SMIC à 1600 pour qu'il y ait plus de demande, plus de consommation. La demande, ça passe par quoi dans leur vision? Ça passe par plus d'aide. Par exemple, le revenu d'existence qui est proposé pour des milliards et des milliards de dépenses supplémentaires par an. Mais attendez, la question, c'est qu'à un moment, ça, on l'a fait depuis des années. On l'a fait plus que partout ailleurs en Europe. On a les dépenses sociales les plus élevées de tous les pays comparables. Et on croit qu'on va encore continuer dans cette logique pour créer plus de Sur la question de la justice fiscale, quand Michel Barnier sur TF1 dit vendredi soir qu'il est ouvert à l'idée qu'il y ait plus de justice fiscale, qu'est-ce que vous entendez? Parce qu'on a beaucoup d'économistes de gauche aussi qui estiment que pour se donner des marges de manœuvre, on comprend qu'il y a peut-être des économies à faire évidemment sur les dépenses publiques, mais il y a aussi peut-être l'autre levier de la fiscalité. On est le pays plus imposé, ça on l'a compris. Mais encore une fois, voilà, est-ce que sur certaines cibles, encore une fois les plus aisées, il n'y a pas des choses à faire aussi
dans ce souci de justice fiscale. Mais là aussi, nous, on l'a montré. Et pour que tout le monde participe à l'effort. On l'a montré à la Fondation IFRAP. Là, je viens de vous parler des entreprises qui payent 157 milliards de plus que les entreprises comparables dans la zone euro. Mais les ménages, notamment les 10% les plus riches, ils ont quand même, ces dernières années, vu une augmentation de la fiscalité. Alors, on n'en parle pas trop, parce qu'ils ont vu une petite baisse avec la transformation de l'ISF en IFI. Et peut-être avec le prélèvement forfaitaire unique. Mais ils ont eu une énorme augmentation de CSG, parce qu'il n'y avait plus de plafond, notamment sur les cotisations assurance chômage, sur les hauts salaires qui étaient plus plafonnés. Donc là, ça a créé 8 à 9 milliards de CSG supplémentaires à payer pour les 10% qui déclarent le plus de revenus. Mais ça, personne n'en parle jamais. On dit que la fiscalité a baissé sur les plus riches. Mais qu'est-ce qui se passe sur les taxes foncières en ce moment ? Oui, on taxes a parlé foncières, ici. il y a une énorme augmentation des taxes foncières sur ces dernières années, 10 ans, 30% d'augmentation, là des augmentations encore à venir, la taxe sur les résidences secondaires, etc., etc. Donc on fait croire qu'on a apporté une fiscalité moindre sur les plus Donc il y a aisés. zéro marge de manœuvre en termes de fiscalité, encore une fois, je ne sais pas moi. Non mais attendez, moi je vois dans les projets de loi de finances 12 milliards de recettes sur les super profits, etc., Oui, soi-disant. je Et vous en puis parle. à la fin, qu'est-ce qu'on a ? On a 600 millions d'euros. Alors, continuons dans cette logique d'imaginer des tas de recettes qui n'arriveront jamais. Et résultat, qu'est-ce qui se passe ? En face, on imagine plein de dépenses. Et derrière, on a des déficits qui se creusent. Donc ça aussi, il y a une responsabilité à un moment de Bercy, du législateur, d'arrêter de croire que les arbres grimpent jusqu'au ciel. La taxation des super profits sur Combien on va 2024 et sur les rachats d'actions de manière rétroactive. Ouais. Vous en pensez quoi ? 300 millions d'euros, c'est ça ? Non, 3 milliards. Sur les rachats d'actions. Sur les rachats d'actions, autour de 300 millions d'euros. Ouais. Hein ? Non, mais c'est pas ça qui va nous permettre de réduire le déficit. La réalité... La seule solution pour vous, c'est de l'économie sur la dépense publique. Il n'y a pas de levier fiscal sur certains trucs. Le crédit d'impôt recherche, il est décrit comme profitant surtout aux grands groupes et pas assez aux PME. Il n'y a pas moyen de... Justement. Alors là, je veux qu'on en vienne aux aides aux entreprises. C'est super intéressant. Plus de 150 milliards d'aides, on nous dit, tout le temps. Les 150 milliards d'aides... Voire 200 milliards, on entend parfois aussi. Voilà. Bon, alors, nous, on a regardé à l'intérieur de ces aides. Qu'est-ce qu'il y a ? Quelles sont ces aides ? Mais ce ne sont pas des aides, ce sont des allègements d'impôts et des allègements de cotisations sociales. Ça veut dire moins d'impôts et de cotisations sociales à payer. Quand je vous dis qu'il y a un écart de 157 milliards avec les autres pays de la zone euro, vous prenez en compte les allègements. On prend en compte déjà les allègements. Ouais. Qu'est-ce que ce serait si on n'avait pas ces allègements ? Ce serait le double ? On veut aller à 300 milliards de plus de fiscalité et de cotisations payées par nos entreprises. À l'intérieur de ces aides, soi-disant, il y a à peu près 25 milliards d'aides, 25 à 30 milliards qui sont vraiment des subventions. Mais quand on regarde le rapport, notamment, qui vient de sortir là, de l'IGF, sur ces aides... L'inspection générale des finances. Ouais, qu'est-ce qu'on voit ? Que beaucoup d'aides en subvention, c'est des aides à la SNCF, à la Poste, à EDF. C'est marrant quand même. Donc, les entreprises ceux qui critiquent les aides aux entreprises oublient que les 3/4, ce sont largement, en fait, des baisses d'impôts. C'est 3/4 le chiffre, vraiment ? C'est sur 150, moi j'avais 125. Hein, donc c'est quand même plus. C'est même plus. Ouais. Donc au moins les 3/4. Et derrière, la question c'est est-ce qu'on regarde ligne à ligne ce qu'il y a dans ces soi-disant aides aux entreprises ? Parce que finalement ça reste un gros montant qu'on balance comme ça en permanence, alors qu'on oublie que c'est juste pour permettre aux entreprises de France de continuer en fait à tourner, parce que si on leur enlève tout ça, clairement, beaucoup d'entre elles vont juste fermer. Les règles européennes, on ça situe, les 3% en 2027, on n'y sera pas. J'ai regardé le chiffre, c'est 100 milliards d'euros d'économie en 4 ans, c'est mission impossible. Rien qu'en faisant 30 milliards d'euros d'économie l'an prochain, le déficit public stagnerait à 5,2% du déficit. Donc il faut dire quoi ? Il y a des flexibilités offertes par la Commission européenne, par les nouvelles règles européennes, pour étaler, encore une fois, l'assainissement des comptes. Mais quelle marge de manœuvre, encore une fois, il a Michel Barnier, pour rassurer tout le monde, pour ne pas se faire renverser, pour rassurer les marchés, pour rassurer la Commission. Bon, déjà, en 2023, on était à 5,5% de déficit par rapport à la richesse nationale. C'est la faute, pardon, une question dans la question. Bruno Le Maire et Bercy qui dit ouais, le trou là, de 16 milliards d'euros là, cette année, le fait que ça dérape encore à 5,5% de déficit, c'est la faute des collectivités de 16 milliards. C'est vrai ça ? Je n'ai pas réussi à savoir si c'était vrai ou pas. C'est compliqué à dire. Aujourd'hui, on n'a pas assez de chiffres pour le dire véritablement. Parce que les collectivités, elles hurlent le scandale. Hein. Je disais, j'écoutais BFM TV, vous étiez hier soir sur BFM TV avec Hervé Morin. Il disait mais c'est du grand n'importe quoi au président de la région de Normandie. C'est n'importe quoi de dire ça. En réalité, il y a un creusement du déficit
des collectivités vraisemblablement autour de 5 milliards. Elles devaient être à 5 milliards de déficit, elles sont à 10. On sait que les collectivités locales ne peuvent s'endetter que pour investir. Ouais. Donc il y a une part d'investissement, il y a une part aussi sur les transports, il va falloir regarder tout ça dans le détail, mais en réalité, ce qui est compliqué, c'est que l'État, depuis le Covid, vous le savez bien comme moi, a complètement lâché la bride sur la dépense. Qu'est-ce qui s'est passé en 2023, par exemple ? À l'été 2023, en juillet, décision d'augmenter le point d'indice de 1,5. Ce n'était pas dans le vote du budget initial. Des milliards de plus pour les collectivités, pour l'État, pour les hôpitaux. Et ça, ce n'était pas budgété. Un budget minima, Agnès, 2025, sans compter tout ce qu'il faut prendre sur 2024, éventuellement, pour corriger la situation et la dérive. Il peut se passer quoi, encore une fois, vu la mise sous surveillance à la fois par le RN, par les marchés, par la commission de Michel Barnier ? Là, on avait un budget qui était préparé par le gouvernement démissionnaire de Gabriel Attal, autour de 492 milliards d'euros pour l'État. Il ne faut pas oublier que ces 492, c'est au milieu de 1600 milliards de dépenses publiques totales. C'est un quart, l'État, c'est un quart. Le sujet, c'est aussi la dépense de sécurité sociale, la dépense des collectivités, etc. Ce qu'il faudrait faire, c'est se dire, on gèle tout. Mais véritablement, c'est-à-dire on ne revalorise pas tellement de l'inflation, on n'augmente pas évidemment le point d'indice, on ne revalorise pas les minima sociaux, l'ensemble des aides sociales, etc. Et on fait des efforts. Est-ce qu'il va oser l'austérité ou pas, Michel Barnier ? Non, mais de toute façon, en réalité, il n'y a jamais eu d'austérité en France, hein, ça on le sait très bien. Ça fait des années. Alors, entre guillemets. Non, mais avec une. Donc, si déjà on faisait un gel sur l'ensemble de la dépense, et qu'on ne dépense pas plus qu'en 2024. Et ça, c'est intéressant, parce qu'en 2024, on ne sait pas exactement combien on va dépenser. Et là, on atterrit où en termes de... La question, est-ce que ça a été voté en loi de finances initiale à 492 milliards, mais en fait, on serait plutôt autour des 480 et quelques, puisqu'il y a déjà eu des coupes sur l'année 2024. Donc, il faudrait reprendre une sorte d'exécuté prévisionnel 2024 pour dire, voilà, on ne dépensera pas plus en 2025. Et aller à Bruxelles pour dire, voilà, notre engagement, c'est on revalorise rien en termes d'augmentation de dépenses, on gèle... Ça passe l'Assemblée, ça ? Mais ça, nous, on l'a chiffré, ça fait 30 milliards d'économies si on fait ça. Le fait de geler tout. Il n'y a pas que ça, mais en gros c'est reporter l'indexation des pensions. Déjà, on peut faire presque 7 milliards d'euros d'économies en le reportant en fin d'année. Geler l'ensemble des aides sociales sans indexation du tout. Geler le barème de l'impôt sur le revenu aussi. On peut faire autour de 3 milliards. Alors, c'est pas pareil. Et c'est là que moi, je dis attention au ministre de Bercy, ne mélangez pas dépenses et recettes. C'est toujours la même chose. On dit on va faire des économies, puis ensuite on dit on va geler le barème de l'impôt. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, on augmente l'impôt pour les Français de 3 à 4 milliards d'euros. Non, c'est pas la même chose. Dépenses et recettes. Les économies, elles se font en dépenses. Elles se font pas... Et au global, ça fait le gel. Ça permet d'économiser combien, le gel sur toutes les prestations ? Nous, on arrive en tout, avec toutes les mesures qu'on pourrait prendre et qu'on a proposées pour 2025, on arrive à 29,9 milliards. Donc c'est un one-shot, vous me direz. Sur la masse salariale publique, on arrive à 8 milliards d'euros d'économie. C'est pas rien. Donc, il faut vraiment se dire qu'il y a une possibilité de le faire. Maintenant, si dans le débat public, il y a une incompréhension sur les enjeux, je crois qu'il faut remettre les pendules à l'heure. Si on ne fait pas ça, ce n'est pas la Commission qui va nous tacler. C'est qu'un jour, on va se retrouver tellement en difficulté vis-à-vis des marchés financiers pour trouver de l'argent pour financer notre dette, qu'on sera obligé de faire appel au FMI. Si on fait appel au FMI, Je ne sais pas si l'FMI est dimensionné d'ailleurs pour sauver la France. Non, mais si on fait appel au FMI, qu'est-ce qu'ils auront comme recette ? La même chose que ce qu'ils ont fait en Grèce ou au Portugal ou en Irlande. En Grèce, qu'est-ce qui s'est passé ? Baisse de 20 à 30% des salaires publics. Gel des pensions, licenciement dans le secteur public, augmentation du temps de travail de 37h30 à 40 heures, etc., dans le secteur public. Là, c'est plus violent. Donc, non, mais ça n'a rien à voir. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Regardons les choses en face. On a un dérapage qui est encore plus important à venir potentiellement cette année du déficit de la France. Et l'année prochaine aussi. Et l'année prochaine aussi. On est lanterne rouge de la zone euro. Il n'y a pas pire que nous, là, en ce moment. Je crois que la moyenne de la zone euro est en déficit public à moins de 3%. Mais oui. Donc on est 2 fois plus élevé, deux fois plus élevé. La situation, le décrochage de la France en matière budgétaire est absolument dingue. Donc là, maintenant, il faut voir les choses en face. Si les Français, je pense qu'ils le comprennent, là, la CPME avait fait une enquête là, vers le mois de juin
pour demander à ses adhérents, à des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprises, etc., TPE, PME, comment ils voyaient les choses, qu'est-ce qu'il fallait faire. Ils savaient à 78% que si on ne baissait pas la dépense publique, on aurait des gros problèmes et qu'on risquait d'être à un moment sous la tutelle du FMI. Donc il y a une compréhension quand même des choses. Après, il y a l'idée de l'effort partagé. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous occultez délibérément ou pas, mais l'effort, on le comprend bien, les agents publics, les aides pour ceux qui en ont besoin, et quid, encore une fois, de ceux qui ont plus, les plus aisés, des riches. C'est ça, il y a cette demande, je reviens, mais vous croyez, de justice fiscale. Mais vous ne croyez pas qu'il y a déjà énormément de fiscalité en plus sur ces personnes-là L'IFI, par exemple, ça existe. Hein, ça existe, et ça n'existe plus tellement dans les autres pays. Ça rapporte moins que la fiscalité sur les successions, c'est 0,7 points de PIB. Et ça taxe surtout ceux qui ont des successions les plus importantes. Et quand on compare par rapport aux autres, la moyenne en Europe, c'est 0,2. La moyenne aux US, c'est 0,2 points de PIB. La fiscalité du capital, la fiscalité du capital, on a 60 milliards d'écart en moyenne par rapport aux autres pays. Aujourd'hui, là, on est à 11 points de PIB, et ça fait 60. Donc il n'y a plus de marge. Non, mais la surtaxe sur les hauts revenus, au-delà de 250 000 euros ou 500 000. 45, je ne sais plus, non? C'est quoi déjà? Ça fait 45 plus 3, ou 45 plus 4. Ouais, plus 3 plus 4. Bon, ça rapporte maintenant plus d'1 milliard d'euros par an. Et ça existe depuis 2012 et ça n'a jamais été supprimé alors que c'était exceptionnel et ça devait disparaître. En France, l'exceptionnel souvent dure un peu. Non mais d'ailleurs, personne ne se souvient qu'il y a ça. D'ailleurs, il y a des gens qui proposent d'augmenter le prélèvement forfaitaire unique à 34%. Ils se souviennent même pas que cette surtaxe existe. Donc c'est un peu lunaire quand même. Donc tout le monde. Il y a une surtaxe sur le prélèvement forfaitaire unique? Bien sûr, puisque ça pèse sur l'IR et sur le PFU. Ça pèse sur l'ensemble des revenus. Donc cette surtaxe, elle est là pour tout le monde, hein, que ce soit des revenus de salaire ou des revenus du capital. Donc on est tout le temps, on a l'impression qu'on repart à zéro sur des sujets où il y a déjà eu des mesures qui ont été prises. Il y a déjà on l'avait vu sur les impôts directs des ménages. Plus de 50% des recettes de l'ensemble des impôts directs des ménages pèsent sur les 10%. Ouais. Autour de 75% de l'impôt sur le revenu pèse sur les 10% qui déclarent le plus. On parle encore de justice fiscale et de dire qu'il y aurait des marges de manœuvre. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Hein. On est déjà surtaxé en France. Si on veut continuer à donner des gages pour faire partir des gens de France, il faut surtaxer encore. Mais je ne crois pas que ce soit l'objectif. Enfin, j'espère pas. Parce que vous savez, depuis le mois de juin, il y a quand même beaucoup de gens qui regardent à peut-être ne pas rester fiscalement dans notre pays. Et ça, on perdrait beaucoup de talent. Donc il faut rassurer ces personnes-là et bien montrer que la fiscalité, elle est déjà très, très, très progressive dans notre pays. Bon, et donc Michel Barnier, en 30 secondes sur ce budget 2025, c'est un des dossiers les plus urgents avec les retraites, l'assurance chômage aussi qui est suspendue, est-ce qu'il va ou pas aller au bout? Voilà, il y a beaucoup de dossiers qui attendent le Premier ministre. L'assurance chômage, c'est un sujet, je pense qu'il va demander aux rapporteurs, aux partenaires sociaux de se ressaisir du sujet, de repartir dans une négociation. Là, ça avait été abandonné en avril. Le gouvernement Attal avait sorti un texte qu'il avait finalement retiré. Donc il y a peut-être des économies à faire là-dessus. Mais moi, j'insiste sur une chose. On ne peut pas avoir les efforts toujours faits dans le secteur privé. Hein. Il faut aussi des efforts dans le secteur public. Et ça, par exemple, sur l'absentéisme, c'est très intéressant. Depuis ce matin, on n'arrête pas de parler des 16 milliards que Thomas Fatome a cités pour dire que le coût des arrêts maladie dans le secteur privé, c'est 16 milliards d'euros par an. On oublie de dire que c'est quasiment le même montant dans le public, alors qu'il y a beaucoup moins de salariés. Et qu'en fait, il y a 7 milliards de surcoûts dans le public et personne n'en parle. Donc, est-ce qu'à un moment, on peut parler aussi de la productivité dans nos services publics ? Est-ce qu'il n'y a pas un sujet là-dessus? La Banque de France a montré qu'on avait décroché énormément, de plus de 8% depuis l'avant-Covid, et il y a presque la moitié qu'on n'explique pas. Donc, il y a un sujet pour une heure travaillée, dans le public, dans le privé, qu'est-ce qu'on produit finalement? Est-ce qu'on peut ouvrir ces dossiers? Et est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de si on ne pourrait pas utiliser mieux les milliards de dépenses publiques qui sont en fait pas publiques, qui sont en fait notre argent, l'argent des impôts, et l'argent aussi de l'emprunt, notamment à des non-résidents, à des étrangers, qu'un jour il faudra rembourser. Donc c'est les impôts de demain. Donc il y a un moment où il faut peut-être poser toutes ces questions. Moi je souhaite que Michel Barnier, évidemment, réussisse, qu'il arrive à redresser les comptes publics. Je ne dis pas équilibrer, parce qu'on ne va pas équilibrer cette année ni l'année prochaine, on ne va pas se mentir. En revanche, montrer qu'on est dans la bonne direction,
qu'on baisse le déficit par rapport au PIB, qu'on respecte une trajectoire, parce que ces dernières années, on ne respecte jamais la trajectoire. Longtemps qu'on respecte plus la trajectoire. Qu'on respecte cette trajectoire et qu'on arrête de se, de vendre du rêve en disant ça sera résolu par des taxes supplémentaires. Non, ça, c'est pas vrai. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les bonnets rouges. Est-ce qu'à un moment, on peut comprendre qu'on est au max du max de la fiscalité et dire que un tout petit nombre pourrait financer des milliards et des milliards? Non, ça n'existe pas. Donc demain, il faut qu'on regarde dossier par dossier. Il y a 30 milliards d'économies à faire, c'est possible. Maintenant, la question, c'est aussi de faire la pédagogie du sujet, loin de tout ce qu'on a entendu pendant la campagne législative. Oui, de ce point de vue-là, qui est un peu hors sol. Où c'était vraiment le on rase gratis qui dominait, alors qu'on est déjà dans une situation d'extrême urgence. Allez, merci beaucoup. Entretien donc avec Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Agnès. Merci. Salut.